S'il vous plaît, ma question est que est-ce que on est censé implémenter de la même façon qu'en TD? Parce que quand j'ai suivi les mêmes étapes et tout, ça ne m'a pas du tout donné de bons résultats. Sur des images, ça Normal, me donne des résultats très moches et sur celles que vous nous avez données, c'est complètement noir. d'accord. Euh, Normalement, ce que j'ai mis dans le TD, c'est exactement ce qu'il y a dans l'article. Normalement, c'est l'approche telle qu'elle a été décrite. Euh, Dans Oui, le premier article, donc c'est un article de Moravec qui fait, enfin c'est une trajectoire d'un robot. Donc c'est une thèse de master, je crois, au MIT, et qui décrit donc l'algorithme Moravec pour détecter des points clés pour faire une trajectoire d'un robot, pour faire un tracking. Et la partie description de Moravec est mise dans l'article que je vous ai donné. Et en fait, dans le TD, il y a juste la traduction de ce qui est écrit dans les deux articles. d'accord, madame. Mais le truc est que en TD, on avait en quelque sorte implémenté هذيك le truc à la fenêtre en utilisant A et B. Ou à chaque fois, on sommet les V هذوك. Après, on sort à chaque fois avec un seul V. Et au final, la boucle t'as le V, on sort avec 8 V. Et on choisit le minimum منهم. C'était Normalement, sa c'est ça. deuxième partie. Oui. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Il n'y a pas autre chose. Normalement, c'est ça. Normalement, enfin, j'ai suivi ce qui a été décrit dans les algorithmes et dans les articles. Donc, si vous trouvez une autre description, je suis prête à voir ça. Mais normalement, c'est ce qui a été décrit. Ok, d'accord. Mais les résultats sont censés être bons quand même. Mais si noir. Quand même, oui. Quand même, pour les images que j'ai données, les coins devraient être détectés. Ok, super. Merci, madame. Il n'y a pas de Bien, donc, en fait, vous êtes très peu nombreux. On est à 6 étudiants, ce qui est très peu. Donc, on va attendre un petit peu les autres, puis on commence.
Très bien. Donc, j'avais dit que ce TP, cette séance en ligne, va beaucoup plus servir à expliquer ce qu'on avait fait, donc les derniers TD et TP. Donc, c'est tout ce qui nous reste. Euh, alors, le changement de couleur, un petit peu de segmentation et du mouvement avec la soustraction de fond, le flux optique et la disparité. En fait, la disparité, c'est pas du mouvement, mais euh, mais ça traite deux images, donc une image gauche, une image droite, pour avoir les informations de profondeur. Donc, commençons avec les espaces de couleur et la segmentation. Donc, dans ce TP, nous aimerions implémenter les changements d'espace de couleur, niveau de grille, RVB, TSV, XYZ. Nous aimerions ensuite appliquer une segmentation de l'image à travers des seuillages. Donc, RVB, c'est l'espace rouge, vert, bleu. Donc, pour chaque canal, une couleur. TSV, donc teinte, saturation et valeur. XYZ, donc ça, vous allez beaucoup plus le trouver donc, dans les espaces, dans d'autres espaces de couleurs. En fait, c'est juste une composante, un traitement, un premier traitement qui va servir à aller vers l'espace de couleur Scilab. Donc, si vous allez sur Scilab, donc ça, c'est un autre espace de couleur. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs espaces de couleur qu'on peut utiliser, et pas seulement donc, à 3 canaux, mais on peut aller même jusqu'aux images multispectrales. Et je vous avais dit qu'on utilisait les images multispectrales. Donc d'abord, donc ça a commencé d'abord avec les images satellitaires, où on avait plusieurs spectres. Et on prenait les images pour trouver donc l'eau, les montagnes, la verdure, etc., pour séparer ça à partir des images satellitaires. Il y a eu aussi des images satellitaires, donc des galaxies, bien sûr, et aussi, donc récemment, enfin, pas aussi récemment que ça, mais c'est un domaine qui se développe très vite, on a les images multispectrales dans l'imagerie médicale. Et donc, parmi les espaces de couleurs, donc les images multispectrales, le TSV, le RVB et le Scilab. Donc, le Scilab, vous allez trouver que c'est basé sur le modèle XYZ. Et c'est exactement le modèle qu'on a étudié en TD et en cours. Voilà, donc c'est un autre espace de couleurs utilisé dans d'autres domaines. Il a été aussi utilisé récemment, je pense en 2019, par des chercheurs pour la détection de polypes aussi. Donc, transformer l'image en Scilab pour rehausser le contraste, pour détecter des objets dans une image. Donc, l'espace de couleur XYZ. Donc, voilà, on essaie de passer d'un canal à l'autre. J'importe les librairies. J'importe les librairies, je crée une petite image, une petite sous-image de 3x3. Donc, juste une petite image juste pour voir le fonctionnement. Et c'est en fait la même image que vous allez trouver en TD et pour voir si on a trouvé les mêmes résultats. Donc, je remplis les canaux. Donc, le canal B, le canal V et le canal R. Et là, c'est intéressant à voir car pour les espaces de couleurs, pour la représentation de l'image, lorsqu'on représente une image avec OpenCV, je lis une image ou lorsque je construis une image avec OpenCV, j'aurai les espaces dans l'ordre B, V, R. Donc le bleu, le vert, ensuite le rouge. Par contre, si je fais ça avec Matplotlib, par exemple, Matplotlib va considérer que l'image est en RVB, donc rouge, vert, ensuite bleu. Et c'est ce que j'ai mis ici, juste pour voir la différence. Donc, je construis mon image en respectant l'arrangement que fait OpenCV, donc BVR. Voici mon image. Je remplis mes pixels. Et regardez bien, j'ai mis le bleu à 0, j'ai mis le vert à 0 et j'ai mis le rouge à 255. Donc, ça, c'est différent du TD qu'on a vu.
pourquoi j'ai fait exprès de prendre le premier pixel de l'image et de le mettre en rouge pour voir la différence entre OpenCV et Matplotlib. Donc, je continue. plt.imshow et voici l'image que j'ai. Le premier pixel est en bleu. Bien sûr, parce que j'ai défini que le premier pixel était en bleu. Je sauvegarde pour sauvegarde dans OpenCV. Donc CV et write, i.php et je sauvegarde mon image. Donc c'est la même i où j'ai supposé avoir le premier pixel en bleu. J'ai utilisé PLT. Donc PLT a considéré que le premier canal est le canal bleu. Donc pour le canal rouge, OpenCV dit que le rouge est à 255, mais lorsque j'affiche avec Matplotlib, il compte que le dernier canal, c'est le canal bleu. Donc il m'affiche le pixel en bleu. J'ai sauvegardé mon image, n'est-ce pas, en OpenCV. Je vais lire mon image, je vais voir mon image telle qu'elle a été sauvegardée. Donc l'image sauvegardée avec OpenCV, donc je perds l'information. La première remarque, c'est que je perds l'information. Donc j'ai tous mes pixels. Il y a eu un gradient. Pourquoi? Parce que lorsque je compresse, je perds de l'information. Et donc la deuxième remarque est que mon premier pixel, ce n'est pas du bleu, c'est rouge. Je vais l'afficher en Matplotlib en bleu, parce qu'il a considéré que le canal est le canal du bleu. Pour OpenCV, il considère que le dernier canal, c'est le canal rouge. Et c'est pour ça que mon image a été sauvegardée avec le premier pixel en rouge. Donc ici, ce n'est pas la compression, hein, c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas lié à la compression ici. C'est juste l'affichage. Normalement, je devrais avoir une image avec 3 pixels bien clairs. Donc c'est juste l'agrandissement de mon image. En fait, cette image... alors, cette image, c'est exactement l'image que j'ai sauvegardée. Et comme je ne peux pas l'afficher facilement avec Windows, je l'ai affiché ici avec un Markdown de Python, de Notebook. Donc, ici, c'est quand de dire la personne on n'a pas de perte d'information. Hein. C'est une image à 3 pixels, c'est juste l'agrandissement. Remarquez le premier pixel. Donc ça, vous enlevez. Ce n'est pas une compression qu'on a là. Voilà. Donc premier pixel, normalement, ça, c'est juste une matrice à 3 fois 3 pixels. Et le premier pixel est un pixel rouge. Donc ici, c'est juste pour montrer la différence entre la lecture avec Matplotlib et la lecture avec OpenCV. Ça, il faut faire très attention parce que parfois, on est ramené à utiliser la couleur et Matplotlib va nous mener en erreur. Je reviens sur le premier pixel, donc je reviens à la valeur originale du premier pixel que je vais rendre à 124, 106 et 40. Donc ça, c'est les valeurs qu'on a eues en TD. Donc, premier pixel, ligne, colonne et tous les canaux. Donc, B, V et R. Passage, l'image résultante. Donc, alors, la superposition aussi est différente. Donc, j'ai la ligne, la colonne et ensuite le canal. Donc, ici aussi, il faut faire très attention par rapport à la représentation de notre image. Donc, je continue. Maintenant, je commence à convertir. Donc, on avait vu que pour convertir au niveau de grille, je devais utiliser alpha, bêta et gamma. Pourquoi? Parce que l'image au niveau de grille va être l'image en rouge multipliée par alpha, plus l'image en vert multipliée par bêta, et l'image en bleu multipliée par gamma. Donc, je donne un tiers pour chaque valeur. Donc, ça, c'est la conversion la plus basique. Et j'affiche mon image. Bien sûr, mon image, je vais l'arrondir pour enlever les virgules, pour avoir des entiers. Enfin, pas des entiers, mais j'ai laissé seulement d'autres après la virgule. Et j'affiche mon image. Donc, vous le savez déjà, Matplotlib accepte des images avec de la virgule pour l'affichage. Donc, ici, il n'y a pas de souci. OpenCV, et vous le savez aussi, pas de float.
on n'accepte que des entiers non signés. Je convertis maintenant au niveau de grille avec alpha, bêta et gamma qu'on connaît. Et je sais que alpha va être multiplié par le B, le bleu, c'est le dernier canal en OpenCV. Alors, BVR, donc ça c'est le rouge, alpha rouge, voilà. Alpha, je multiplie le rouge par alpha, je multiplie le vert par bêta et je multiplie le bleu par gamma. Et je sais que le premier canal, c'est le bleu, parce que je suis en OpenCV. J'affiche mon image et je fais aussi l'arrondissement à 2 chiffres après la virgule, à 2 décimales. Donc, voici mon image résultante. Donc, l'image, lorsque je prends un tiers pour chaque facteur, pour chaque point, alpha, bêta et gamma, et là, lorsque je prends les vrais points qu'on utilise en général pour la conversion de RVB vers niveau de grille. Voilà. Je convertis maintenant en utilisant OpenCV et j'essaie de voir s'il y a une différence ou pas. Donc voici la conversion en OpenCV. Donc 88, c'est ce qu'on a trouvé. 88, 101, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc on est bon jusqu'ici. On a fait la conversion de RVB vers niveau de grille et on a comparé avec OpenCV. Alors, si j'utilise l'affichage d'OpenCV, donc il y aura justement des différences ici. Pourquoi? Parce que non, il y aura pas de différence ici vu que c'est au niveau de grille. Donc la différence sera toujours par rapport à l'emplacement des canaux, donc RVB ou BVR pour OpenCV et Matplotlib. Je convertis maintenant en espace HSV. Nous utilisons la fonction min. Lorsque j'utilise min, je lui donne un canal, donc ça me donnera le minimum de l'image. Donc, première ligne, première colonne. Voilà, donc vous avez quelques explications sur le min que je vais utiliser ici. Donc, je prends le min de mon image et c'est le min de chaque ligne colonne avec chaque canal. Pourquoi j'utilise ça? Pour justement diviser sur le min dans la formule de TSV ou HSV. Est-ce que j'ai mis HSV, TSV ici? Alors, HSV, c'est pour Hue Saturation Value et TSV, c'est pour teinte, saturation et valeur. Plus la fraction. Pour pouvoir utiliser, pour pouvoir convertir en TSV, j'ai besoin d'une image qui accepte la virgule, donc je convertis en double. Ensuite, j'utilise la même formule qu'on a utilisée en TD. Donc, la première, c'est tout simplement l'image au niveau de grille avec les paramètres, donc les points 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, je prends tous mes pixels des 3 canaux que je divise sur 3. Donc, j'aurai une première image qui est la valeur. Donc, première image qui est la valeur. Donc, alpha multiplié par mon image, premier canal, bêta, deuxième canal, gamma, troisième canal. Donc, je divise 3 canaux sur 3 et je prends un arrondi. Donc, voici mon image dans le premier canal qui est valide. Ensuite, la saturation, donc exactement ce qu'on avait vu aussi en TD. Donc, la saturation est égale à 3 fois le minimum le minimum des canaux divisé sur les trois canaux. Et je fais un arrondi. Donc, c'est aussi ce qu'on a fait. Donc, la propreté de la courbe, c'est aussi ce qu'on a trouvé en TD. Enfin, je calcule θ pour calculer la teinte. La teinte. Donc, ça, c'est la saturation et ça devrait être la teinte. Donc, je calcule un nominateur et un dénominateur. Je calcule mon θ, qui est le cosinus inverse du nominateur sur le dénominateur. Et ensuite, je fais un arrondi. Et là, donc, j'applique la formule. Donc, si c'est supérieur
le pixel du bleu supérieur au pixel du vert. Dans ce cas-là, donc je multiplie par 2pi moins θ, sinon je garde mon θ. Et c'est exactement la formule qu'on a vue en TD. Donc, voilà, et je prends un arrondi. Donc ça aussi, vous allez trouver que c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Est-ce que c'était la bonne valeur? Est-ce que j'ai trouvé la même chose? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, première levée. Donc, levée 90-103. C'est bon. Ensuite, le S. 148.1. Et ensuite, 96. Voilà, donc c'est le même résultat pour. Donc ici, j'ai juste à appliquer la condition. Donc pour la condition, donc c'était la condition. Donc c'est θ, c'est exactement θ si B est inférieur à B. Sinon, c'est 2pi moins θ. Donc normalement, dans notre TD, il manque une étape. Hein. Donc une étape qui est cette dernière étape qui fait la comparaison. Donc si θ, si le pixel dans le canal bleu est inférieur au pixel dans le canal vert, alors je garde θ, sinon je vais remplacer θ par 2pi moins θ. Donc je devrais tomber sur quelque chose qui ressemble à ceci. Donc 2pi moins θ. Voilà, donc notre image. En HSV. Voilà, donc la représentation, donc je vous ai dit que je commence par la ligne, colonne, ensuite le canal. Vous n'allez pas trouver donc la première matrice qui est le premier canal, mais plutôt la première valeur, premier canal, deuxième canal et troisième canal dans la colonne de chaque matrice. On continue avec l'espace. Voilà, donc je compare avec l'espace HSV et on ne va pas trouver le même résultat. Pourquoi on ne trouvera pas le même résultat? Tout simplement parce que OpenCV va faire un mapping du résultat de la teinte et la saturation et la valeur, donc l'espace TSV, vers 0 à 255. Donc c'est ce que vous allez trouver donc, dans l'explication que je vous ai mis ici. Voilà, donc si je reviens vers ce lien, donc vous allez trouver comment OpenCV va transformer l'image RGB ou RVB vers l'image TSV. Et donc, il va appliquer certaines formules. Donc, vert gris, donc c'est exactement ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a trouvé le même résultat. Vers XYZ, donc pareil, qui remplace par ces valeurs. Et vers HSV, donc ici, vous allez trouver
pourquoi on fait des remplacements et on fait donc en fait une conversion un tout petit peu différente par rapport à ce qu'on a fait en cours. Donc voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter donc ce lien. Maintenant, la conversion vers x, y, z. Et donc, pareil, donc c'est la même formule qu'on a fait. Donc, je multiplie mon image par cette matrice. Donc, je reviens et ça va être donc la matrice que j'ai ici, la matrice relative à l'espace x, y, z. Et je vous ai dit que x, y, z, c'est une sous-partie d'autres systèmes tels que le système Scilab, le système de couleur Scilab. Voilà, donc ici, je dis juste qu'il ne faut jamais oublier que OpenCV va considérer les espaces de couleur comme BGR et non pas comme RGB. Et en fait, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, lorsqu'on utilisait OpenCV avec C++, on n'avait pas l'espace de couleur BGR, mais on avait l'espace de couleur RGB. Donc ça marchait normalement lorsque OpenCV était une librairie utilisée par C++, et faite en C++ aussi, mais ici sur Python, les espaces de couleur ont été inversés. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà, donc je remplace et je multiplie. Donc, voilà, donc c'est le dot product et je mets donc le résultat, donc l'image x, y, z. Et on aura donc le résultat qu'on a trouvé en TD. Donc, une petite seconde, je vais vérifier quelque chose. Voilà, donc le même résultat, donc 76,93, donc vous avez trouvé exactement la même chose ici. On continue avec OpenCV. Donc, j'utilise donc le changement d'espace de couleur BGR vers XYZ pour trouver le même résultat. Donc, il y a juste un arrondi ici. Donc, on a à peu près la même chose. Normalement, 93, 131, 89. Voilà. Donc, à peu près la même chose. C'est bon, 71. Voilà, donc 61, c'est bon. Donc, pareil pour OpenCV et pour la méthode qu'on a utilisée. Maintenant, le seuillage. Et donc, pour le seuillage, donc je reviens sur les questions, s'il y en a. Pour le seuillage, donc, on a lu une image, Apple Orange, donc c'est des oranges et des pommes, et on a voulu faire un seuillage. Donc, le premier seuillage, je vais prendre mon image et je vais chercher si chaque pixel de mon image est supérieur au seuil, le seuil que j'ai appelé 127. Donc, ici, j'aurais pu donc, mettre threshold est égal à 127 ensuite. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, et ça, c'est une bonne pratique. Je vous demande souvent de ne pas utiliser directement des valeurs à l'intérieur des appels de fonction, mais plutôt d'utiliser des variables que je peux contrôler avec un seul changement. Voilà. Voilà. Donc, si mon image est supérieure au seuil, appelé threshold, je mets mon pixel à 255, sinon il est à 0. Et là, donc, ça dépend aussi de la méthode. Donc, CV2 threshold binary, c'est de dire que si mon pixel est supérieur au threshold, je mets à 255. S'il est inférieur, je mets à 0. Donc, ça, c'est le seuillage binaire.
Ensuite, j'ai le seuillage binaire inverse. Et donc, c'est exactement la même image, mais je prends son inverse. Et c'est ce que vous avez fait en TP numéro 1. Donc, c'est totalement, c'est juste l'inverse. Ou bien, donc, je fais un seuillage. Donc, si mon image est supérieure au seuil, je la mets à 0. S'il est inférieur au seuil, si mon pixel est inférieur au seuil, je le mets à 255. Donc, c'est threshold binary. Et je vous ai dit que la différence entre threshold et threshold binary, donc ici c'est inférieur au seuil, donc je mets à 0. Ici, c'est supérieur au seuil, je mets à 255 et j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Et là, je vous ai dit, si vous vous rappelez, que si j'utilise cette image, et si mon objectif, par exemple, c'est de compter le nombre de pommes d'oranges, donc le nombre de fruits que j'ai ici, dans ce cas-là, cette image ne va pas m'arranger. Pourquoi? Parce qu'il y a des algorithmes qui sont des algorithmes de composantes connexes. Et une composante connexe, c'est une composante où les pixels de 255 ou de 1 sont collés et non pas les pixels de 0. Donc, si je prends ça et je cherche une composante connexe, je vais trouver tout ce fond qui est une composante, une seule et unique composante connexe. Donc là, je dirais que dans mon image, j'ai un seul objet. Et ça ne m'arrange pas, vu que ce que je veux compter, ce n'est pas le fond, si j'ai un seul fond ou plusieurs fonds, mais c'est le nombre de pommes ou d'oranges. C'est le nombre de fruits. Donc, dans ce cas-là, je vais inverser mon image. Et là, les composantes connexes, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, donc, j'aurai 7 composantes connexes. Et donc, ça me permet de trouver le nombre d'objets dans une image. Et ici, on a des fruits, ça peut être des humains, ça peut être des voitures, ça peut être n'importe quoi dans mon image. Et c'est toujours les composantes connexes qui vont être... pardon, c'est toujours les pixels blancs qui vont être considérés comme des composantes connexes et non pas les pixels noirs. Donc ça ne m'arrange pas, mais ça, plutôt, ça m'arrange. Donc généralement, lorsque je fais de la segmentation, les segments qui m'intéressent sont en blanc. Les segments de fond sont en noir. Donc, maintenant, si votre image, à la base, les oranges étaient d'une couleur claire et le fond était d'une couleur foncée, le seuillage binaire m'arrangerait mieux. Donc, ça dépend de mon cas. Dans ce cas, c'est le binaire inverse qui m'arrange. Dans d'autres cas, ça serait peut-être le seuillage binaire. Continue avec threshold chunk. Alors, threshold chunk, c'est lorsque le pixel est supérieur à un seuil, il va prendre la valeur du seuil. S'il est inférieur au seuil, il va prendre 0. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, vous voyez que le fond a changé et les fruits ont changé. Donc, ce qui est supérieur au seuil a été mis à la valeur du seuil. Et ce qui est inférieur, donc la valeur du seuil, donc c'est 127. Et ce qui est inférieur au seuil, ça a été mis à 0. Est-ce que je ne me trompe pas? Normalement, c'est bon. Supérieur au seuil, c'est la valeur du seuil. Inférieur au seuil, c'est la valeur du pixel. Non, c'est la valeur du pixel, c'est pas 0. C'est la valeur du pixel. Donc, supérieur au seuil, c'est la valeur du seuil. Inférieur au seuil, c'est la valeur du pixel original. To zero, donc l'option to zero. Alors, si mon pixel est supérieur au seuil, il prend la valeur, donc il garde sa couleur. Et s'il est inférieur au seuil, il prend un 0. Voilà, normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Donc, s'il est supérieur au seuil, il garde sa valeur de pixel. S'il est inférieur au seuil, il prend 0. Donc, c'est pour ça qu'on a nos fruits qui sont en noir et tout le reste est resté pareil. Donc, vous voyez ici qu'il y a une petite ombre dans le gris. C'est la même ombre qu'on a ici. Donc, c'est le même pixel original. Le dernier, donc, c'est to zero inverse. Donc, là, mes objets inférieurs au seuil gardent leur valeur de pixel et tout le reste va prendre un 0 au lieu de garder la valeur du pixel. Donc, valeur du pixel à l'intérieur
et 0 à l'extérieur. Donc, c'est exactement comme 2, 0 et 2, 0 inverse. Pardon, binary et binary inverse. 2, 0 et 2, 0 inverse. Donc, je garde les pixels originales et je change les autres, soit supérieurs, soit inférieurs au seuil, à 0. Et c'est pour ça que ça s'appelle 2, 0. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est des techniques que vous connaissez. Parfois, donc je vous ai dit que si je détecte des composantes, imaginez aussi que ça, c'est des cellules. Et je fais par exemple le calcul des noyaux. Donc, si je veux calculer ça, peut-être que lorsque j'avais utilisé une segmentation, j'aurai ici mon fruit qui est découpé. Donc, j'aurai 2 à la place d'un, alors que ça représente le même fruit. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Vous connaissez, je fais des opérations morphologiques, dilatation, érosion, ouverture, fermeture. Donc, je commence par mon image, et vous voyez ici que la dilatation, vous vous rappelez, la dilatation et l'érosion vont traiter les pixels blancs. Donc, c'est soit les pixels blancs qui deviennent plus nombreux, soit ils deviennent moins nombreux. Dans l'érosion, ça devient moins nombreux, les pixels blancs deviennent moins nombreux. Dans la dilatation, les pixels blancs deviennent plus nombreux. Donc, voici mon image originale, et vous voyez que j'ai des trous, j'ai des découpages, etc. Et là, donc, je vais utiliser un noyau de 5 x 5, et je vais utiliser une érosion. Donc, mes objets vont être plus petits. Alors, le nombre d'itérations, c'est combien de fois je vais appliquer l'érosion. Donc, voici le résultat. Et là, donc, j'ai aussi une remarque. Je l'avais déjà communiqué par email. Donc, effectivement, j'ai eu la remarque de la part de plusieurs étudiants et j'ai vérifié ça aussi. Donc, pour votre dilatation ou votre érosion, c'est le pixel central seulement qui va être changé. Ce n'est pas toute la fenêtre. Donc ça, je dois corriger aussi dans le TD. Ce n'est pas la fenêtre 5 x 5 qui va prendre toutes les valeurs de 1. Par exemple, si je fais, plus simple de faire une dilatation, donc si je prends un pixel, je reviens, donc si je prends, voilà, en quelque sorte, c'est une convolution. Oui, en quelque sorte, c'est une convolution. Donc, c'est juste la valeur du pixel central qui va changer. Donc, je mets ma fenêtre ici. Je prends la fenêtre 5 x 5. Je la multiplie par... bon, c'est pas vraiment une convolution. C'est le principe de la convolution, mais je fais une convolution avec des et logiques au lieu des plus. Voilà. Peut-être que ça, c'est plus... ça reflète plus la dilatation et l'érosion. Donc, lorsque je fais une dilatation, j'applique une convolution avec un ou logique, et lorsque je fais une érosion, j'applique une convolution avec un et logique, en utilisant bien sûr l'élément structurant. Et l'élément structurant, donc, je lui donne... donc, je lui donne donc la taille, la taille de l'élément structurant. Très bien. Donc, on est d'accord sur ça. Donc, c'est juste le pixel central qui va changer. Donc, c'est un peu le principe de la convolution, effectivement. Donc, voici mon image résultante après convolution, après érosion, pardon. Ensuite, la dilatation. J'applique le même noyau pour faire de la dilatation. Alors, l'ouverture, donc, c'est une érosion suivie d'une dilatation. Tout simplement, je donne le noyau et je donne le type de la morphologie. Donc, c'est une ouverture. Une ouverture, c'est érosion suivie d'une dilatation. Et donc, c'est ce que j'ai ici, le résultat. Et donc, la morphologie clôture, donc la fermeture, c'est une dilatation suivie d'une érosion. Donc, la différence, donc le résultat de l'ouverture et le résultat de la fermeture. Maintenant, pour détecter des contours, je vous ai dit que la meilleure façon de détecter les contours, ça serait un filtre. Enfin, c'est ce qu'on a appris, mais les contours, c'est pas seulement détecté par un filtre
qui détecte les changements. Donc, par exemple, le Laplacien qui détecte les changements d'intensité. Je peux utiliser une technique très simple, très basique, qui est donc la fermeture moins l'ouverture. Plutôt, voilà. Donc, la fermeture, je prends cette image, vous voyez qu'elle est encore plus dilatée que cette image. Donc, je prends cette image, je fais la soustraction avec cette image et j'aurai en quelque sorte une image de contour que j'ai ici. C'est une méthode parmi d'autres méthodes qui détecte les contours. Donc, ce qu'on n'a pas fait cette année, c'est l'algorithme CANI. Ça, c'est un algorithme très intéressant aussi pour détecter les contours. Très vieux aussi, mais qui peut toujours servir et qui est encore un petit peu utilisé par la communauté. Voilà, donc ça c'était par rapport au TP1. Donc pour le TP1, c'est le TP que je n'ai pas eu le temps de bien expliquer durant le dernier TP. Pour le TP2, je pense que tout le monde a bien saisi. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier TP, donc le TP5? Est-ce que ça va? Pas de questions? Donc c'est un TP très simple. C'est juste que on a abordé donc les changements de canaux et on s'est rafraîchi un petit peu par rapport aux opérations morphologiques. Très bien, très bien. Donc si ça va, on passe au TP6. Donc ça aussi on a déjà fait. Mais je pense que par rapport à la soustraction de fond, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on n'a pas trop abordé. Donc, on va essayer de passer rapidement vers la disparité, par la disparité, le flux optique, et se concentrer un petit peu sur la soustraction de fond. Donc, pour la disparité, on avait dit que on avait une image droite et une image gauche, et on devait trouver la disparité. Donc, pour ça, je vais vous donner un petit exercice à faire. J'ai oublié de le faire avec le premier groupe, mais on peut le faire avec, essayer d'imaginer, hein, parce que je ne peux pas mettre ma caméra en ce moment. Donc, la disparité nous vient de l'œil humain. Et ce qu'on fait avec nos yeux, c'est de reconstruire des images 2D. En fait, chaque capteur de nos deux yeux, donc l'œil droit et l'œil gauche, chaque œil qui est un capteur, comme le capteur de la caméra, va prendre une image 2D. Donc je vois mon environnement qui est en 3D et mon œil droit ne va pas prendre directement l'image 3D, mais il va prendre une image 2D. Mon œil gauche fait la même chose. Et donc, en fait, si vous fermez un seul œil, vous gardez soit l'œil gauche, soit l'œil droit, et vous essayez de rapprocher vos deux doigts. Donc, imaginez, je ne sais pas si on peut trouver ça sur YouTube. Approcher les deux doigts avec un seul œil. Je ne pense pas qu'on puisse trouver ça. Alors, non, c'est pas ça. Donc, essayez, s'il vous plaît, de fermer un œil et d'ouvrir un œil. Et vous avez deux doigts. Et essayez de coller vos deux index. Vos deux index. Et regardez si vous pouvez le faire. Donc, une petite seconde.
Voilà. Est-ce que vous me voyez, s'il vous plaît? Très bien. Donc, regardez ce que vous devez faire. Essayez de fermer un œil et de garder un seul œil et essayez de faire ça. Donc, prenez vos deux doigts assez éloignés et essayez de les rapprocher. Et regardez si vous arrivez à le faire avec un seul œil. Donc, c'est ça l'expérience. Et essayez de le faire plusieurs fois, mais essayez de commencer vos deux doigts assez éloignés. Comme ça, vous n'avez pas vraiment l'idée d'où est-ce que se trouvent vos doigts. Et dites-moi est-ce que vous arrivez du premier coup? Non. Voilà. Pour les autres, est-ce que ça marche? Du premier coup, oui, non. Donc, on garde un seul œil, soit le gauche, soit le droit. Essayez avec le droit, ensuite refaites avec le gauche. On ferme un œil et on essaie de rapprocher nos deux index. En ayant les deux index assez éloignés l'un de l'autre pour que notre cerveau ne sache pas exactement où est l'emplacement de nos doigts. On essaiera de compter seulement sur notre vision pour essayer de voir est-ce que je peux voir une image 3D. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans cette expérience, c'est que en utilisant un seul œil, je suis en train d'essayer de savoir à quel point mes deux doigts sont rapprochés. Et en fait, normalement, on ne peut pas le savoir en comptant seulement sur un œil. Pourquoi? Parce que chaque œil va avoir une image 2D de mon doigt, de mon premier doigt, de mon deuxième doigt. Et donc, si je n'ai pas de connaissance a priori par rapport à l'emplacement de mon doigt, mon œil ne pourra pas me donner l'information de profondeur. Donc, de combien le premier doigt est loin du deuxième doigt. De combien il est loin en profondeur et non pas en 2D. Parce qu'en 2D, je sais quand est-ce que mes deux doigts vont se coller, quand est-ce qu'ils sont encore loin. Si je fais ça avec deux doigts, je peux le faire très rapidement et beaucoup plus facilement. Et donc, c'est ce que nous dit la disparité. La disparité, c'est... alors, une seconde. Donc voilà. L'œil, ce que fait notre cerveau, c'est de calculer la disparité. Donc, de calculer la disparité en prenant l'image de gauche, en prenant l'image de droite et en faisant le matching, block matching ou l'appareillement dont on avait parlé. Donc, une des techniques de stéréo, c'est le block matching. C'est ce qu'on on avait vu en TD, en cours. Il y a aussi donc d'autres algorithmes, par exemple l'algorithme de Horde-Schenck. Et d'autres. Donc, je ne sais pas ce qui se passe en disparité récemment avec le deep learning, mais j'imagine qu'il y a aussi donc des solutions au deep learning qui calculent la disparité. Donc, on avait parlé de la disparité et comment elle est implémentée en OpenCV et les paramètres. Donc, le bloc sur lequel je vais chercher et le nombre de disparités, donc le nombre de déplacements maximum que va subir un pixel, à gauche ou à droite. Voilà, et donc je calcule la disparité et j'aurai ici un résultat. Donc, je peux exécuter ça. Et donc, jouer avec ces paramètres va me permettre de trouver la carte de profondeur, qui est justement ma disparité.
Voilà, donc le résultat n'est pas toujours bon. Alors, malheureusement, j'ai oublié de vérifier si les pixels les plus en avant sont les pixels sombres ou l'inverse. Donc, selon quelques-uns de vos camarades, l'image la plus proche aura des pixels sombres. Le pixel le plus loin aura des pixels plus clairs. Donc ça, je n'ai pas encore vérifié l'information. Vous pouvez le vérifier aussi de votre côté. Flot optique, flot optique, on en avait déjà parlé aussi. Donc, ce qu'on avait dit dans ce code, c'est que d'abord, je vais calculer des points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt sont calculés sur la première image, donc les corners. Je transforme l'image au niveau de gris. Ensuite, good features to track. Et good features to track, donc mon objectif, ça va être quoi? Ça va être de faire le tracking en utilisant le flux optique de ces features, de ces points d'intérêt. Et je vous ai dit que les points d'intérêt, ça pourrait être des points tout simplement. Mohamed Salim, les plus proches sont blancs, les plus loin sont noirs. D'accord, très bien, très bien. Les plus proches sont blancs et les plus loin sont noirs. Donc on est donc on est d'accord sur ça. C'est ce que j'avais pensé. Très bien. Donc c'est contraire à la Kinect. Ok, super. Merci Mohamed Salim. Très bien. Donc, les pixels les plus proches prennent des couleurs claires, les pixels les plus loin de la caméra, donc avec une grande disparité, vont prendre la couleur noire ou se rapprochent du pixel 0, de la valeur 0. Très bien. Donc, je détecte mes features et vous voyez bien ici que la détection des features ou des points d'intérêt qui peuvent être des Morave, qui peuvent être Aris, qui peuvent être Surf, Sift, etc. Donc, tout ce que je détecte ici va être suivi dans mon image et vous voyez que je détecte ça sur Old Gray. Et Old Gray, c'est la première trame de ma vidéo. Donc, je ne suis pas en train de détecter des points d'intérêt à chaque nouvelle vidéo. Et en fait, ça, c'est une solution très basique. Normalement, si je veux faire du bon tracking, je vais essayer, on va dire, chaque 5-10 trames, je détecte de nouveaux points d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a des points d'intérêt qui apparaissent. Par exemple, la personne était de dos, maintenant elle est de face. Donc, ces points d'intérêt vont changer. Vu que les niveaux de gris vont changer, même la couleur va changer. Donc, ce serait intéressant peut-être de détecter à chaque certain nombre de trames des nouveaux descripteurs, des nouveaux points d'intérêt. Donc, good features to track. On peut voir quel est l'algorithme sur lequel est basé good features to track. Alors, CV Good Features to Track. Finalement, c'est du ARIS. C'est des points d'intérêt ARIS. Donc, que vous connaissez déjà et que vous avez implémenté ou vous êtes en cours d'implémentation. Donc, Good Features to Track, c'est des features de type ARIS. Donc, moi, je pensais que c'était des Sift. Alors, donc, j'ai détecté des points d'intérêt. Je crée un masque sur lequel je vais dessiner le tracking. Je calcule le flux optique par Luca Canadé, donc l'algorithme de Luca Canadé. Et donc, c'est ce que je vous ai montré aussi. Donc, c'est exactement les dérivations qu'on a vues en TD. Et ensuite, donc, je vais rajouter un cercle par rapport aux valeurs, donc le mapping entre les anciennes valeurs et les anciens points d'intérêt et les nouveaux points d'intérêt. Vous avez vu que dans le résultat, j'avais des points qui sont fixes et qui ne commencent à bouger, le tracking ne commence à se faire que lorsqu'une personne passe par ce point d'intérêt. Et en fait, ça c'est dû à la simple et bonne raison que je détecte des points d'intérêt, mais comme ces points d'intérêt pour le moment ne changent pas de position, donc il n'y a pas de suivi, je ne décide pas la ligne pour faire le tracking. Et dès que quelque chose passe par là,
le point d'intérêt va se déplacer et donc je commence à le suivre avec le flux optique. Ce que le flux optique ne me donne pas dans ce code, c'est la trajectoire des objets. Parce qu'il est juste en train de faire un mapping entre une trame et la trame voisine. Donc, pour avoir une trajectoire complète de mon objet, je dois faire un traitement conséquent qui est peut-être donc de faire le mapping entre l'appareillement ou le matching entre première trame, deuxième trame, troisième trame. Ensuite, troisième trame avec quatrième trame et deuxième trame avec quatrième trame, et ainsi de suite. Donc, je fais un suivi complet pour avoir une trajectoire complète. Pour ce TP, on est juste en train de détecter. Donc, d'abord, je détecte les points d'intérêt. Ensuite, je calcule le flux optique seulement pour les points d'intérêt et non pas pour toute mon image. C'est très coûteux de calculer le flux optique pour toute l'image. Voilà, donc là, j'ai dessiné donc, mes lignes pour suivre mon objet. Enfin, donc la soustraction de fond, je vais créer une soustraction de fond basée sur la mixture gaussienne, mixture of Gaussian 2. Donc la différence entre mixture of Gaussian et mixture of Gaussian 2, c'est que mixture of Gaussian va utiliser une mixture de Gaussian. Donc je vous ai expliqué durant le dernier TD que je prenais un pixel et je lui donnais une moyenne par rapport à 10 trames qu'on a vu dans la vidéo. Et la moyenne, en fait, c'est 10 pixels. En fait, c'est un pixel, donc alors si j'ai ça c'est mon pixel, et donc je vais dire que je vais prendre 10 trames. Voici mon pixel. Donc, à la position 0, 0, je prends ce pixel, je le transforme en Gaussien. Donc, ces valeurs que je vais remapper en utilisant donc 1 sur exponentielle, enfin 1 sur 2pi sigma au carré, exponentielle, moins x plus y sur 2pi sigma, quelque chose comme ça. Donc, la formule de la Gaussienne. Donc, à chaque pixel, le pixel 0, 0 de la première trame, je le transforme avec cette loi gaussienne, donc cette formule. Le pixel dans la trame 1, pareil, je prends la valeur du pixel, qui est la position 0, 0, je le transforme. Je transforme mes 10 valeurs, je décide ma gaussienne. Je décide ma gaussienne, j'ai la moyenne de ma gaussienne et j'ai l'écart type de ma gaussienne. Je vais modéliser ça en tant que première gaussienne. Et donc, j'ai ma moyenne et mon écart type. Ensuite, j'ai la trame numéro 10. Pour la numéro 11. Donc, ça, c'est 10 trames. La trame numéro 11, je prends mon pixel. Je vais chercher est-ce qu'il ressemble à cette loi gaussienne. Donc, je vais prendre la moyenne et l'écart type et je vais comparer est-ce que c'est inférieur à un certain seuil. Et on a toujours des seuils. En vision par ordinateur, on travaille tout avec des seuils jusqu'à présent. Donc, je vais comparer avec un seuil. Si c'est inférieur au seuil, je vais dire que ce pixel, il appartient à cette gaussienne. Je le transforme avec la formule, je le remets dans la loi gaussienne précédente de ce pixel, je recalcule la nouvelle moyenne et l'écart type et je mets à jour ma première gaussienne. Maintenant, je vais dire que ce pixel est supérieur au seuil, c'est-à-dire que cette valeur, si je la compare avec la moyenne, je vais trouver la moyenne de ma première gaussienne, je vais trouver que c'est supérieur au seuil que j'ai défini. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle gaussienne et je vais l'initialiser à la moyenne de ce pixel. Donc, voici ma nouvelle gaussienne. Donc, pour le moment, elle contient un seul pixel parce que ce pixel, je les considère comme étant un foreground. Supérieur à la première gaussienne, donc je vais dire que c'est un foreground, je vais dire que c'est un objet en mouvement, mais comme je dois prendre en considération les objets en mouvement, mais avec un petit mouvement, c'est-à-dire que c'est des objets qui ne sont pas des objets d'intérêt et que je dois remettre comme étant du background, comme étant des objets stationnaires. Donc, je vais prendre ce pixel, je le mets dans la gaussienne, dans la nouvelle gaussienne. Maintenant, je n'ai pas une seule gaussienne, je n'ai pas une seule loi, je n'ai pas une seule moyenne et un seul écart type, mais j'en ai deux. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment on applique le filtre gaussien?
Donc, le filtre gaussien, on applique seulement la formule. Donc, la formule du filtre gaussien. Donc, vous vous rappelez, on avait mis ce n'est pas le filtre gaussien. Hein, ce n'est pas le filtre gaussien. C'est juste transformer la valeur du pixel en gaussienne. Donc, j'applique la formule de la gaussienne. Donc, c'est juste une représentation de mon pixel. Au lieu d'avoir des valeurs entre 0 et 250, j'aurai des valeurs entre 0 que je remplace, que je calcule avec cette gaussienne que j'ai ici. Donc, ce n'est pas vraiment le filtre gaussien dont on avait parlé. C'est juste la transformation de la valeur de mon pixel à une gaussienne. Donc, si je reviens, alors, elle est où la gaussienne? Donc, ça, c'est le basique. Voilà, single gaussienne. Donc, chaque pixel, donc dans la gaussienne. Donc, en fait, la mixture gaussienne est partie d'une gaussienne unique. Donc, d'abord, un algorithme de gaussienne unique. Ensuite, on a étendu ça pour en faire une multigaussienne, parce qu'on a donc un arbre qui bouge, donc c'est des pixels qui changent très souvent de valeur. Donc, si je veux comprendre la mixture gaussienne, donc plusieurs gaussiennes, je vais essayer de comprendre une gaussienne unique. Donc, each background pixel, chaque pixel de mon fond est misé par une probabilité gaussienne. Donc, probability density function avec mu et sigma. Learn over difference. Donc, je prends mes B-trames, je transforme donc mes pixels et je calcule la moyenne et l'écart type de la gaussienne, transformant mon pixel. Donc, mu et sigma sont la moyenne du degré et la covariance du pixel S à l'instant T. Ensuite, donc, et mis à 1 si sa distance, donc le pixel transformé avec la gaussienne, avec la moyenne que j'ai trouvée ici, est supérieure à un certain seuil, 0 autrement. Donc ici, la distance donc, peut être n'importe quelle distance. Est-ce que j'ai mis la loi de la gaussienne? Donc, mixture of gaussienne. Donc, au lieu d'avoir seulement une gaussienne, je vais avoir une mixture de gaussienne. Alors, la probabilité d'observer un pixel à l'instant T, en utilisant son historique, est donnée par la formule. Donc, la probabilité de voir le pixel, c'est donc oméga, donc c'est un point, multiplié par la moyenne de ce pixel. Donc, W is the weight given to the ith Gaussian. Donc, il y a plusieurs Gaussiennes et je vais donner un poids pour chaque Gaussienne. Et les pixels que je vois pas très souvent, leur poids va être plus faible que les pixels que je vois très souvent. La moyenne et la covariance de la IM gaussienne à l'instant T. Et mu, c'est la moyenne que je vais donner par cette formule. Donc 1 sur 2 pi, qu'est-ce que j'ai ici? N. Donc N, c'est le nombre. ST, c'est mon pixel. Et U, c'est la moyenne. Et sigma, donc c'est la matrice. Et dans ST, c'est mon pixel, moins la moyenne. Donc voilà. Donc ceci est la formule de calcul de la loi gaussienne. Donc M, je prends un pixel, je prends la moyenne que j'ai calculée et je prends l'écart type. Donc alors on avait dit que c'était la covariance. Et donc j'applique cette formule. Donc lorsque le pixel est matché, donc il correspond à une des gaussiennes, on va dire qu'il correspond lorsqu'il est supérieur à 2 fois 5 l'écart type de cette distribution. Je prends l'écart type et
je vérifie s'il est supérieur à 2,5. Donc ça, 2,5, c'est la valeur qui a été définie par les auteurs qui ont proposé donc la formule de mixture gaussienne. Voilà, donc ensuite, je mets à jour les différents backgrounds, les différents modèles de mixture avec donc, les formules suivantes. Donc, je calcule la nouvelle moyenne, je calcule la nouvelle variance, ou covariance, et donc, je remplace le point. Donc, lorsqu'un pixel ST ne correspond pas à l'une des cas distributions, alors donc, une des distributions va être remplacée. La distribution qui a le poids le faible va être remplacée par ce pixel. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, je suis en train de mettre à jour mon modèle de fond avec les cas gaussiennes. Voilà, donc ce que j'ai comme paramètre qui est fixe, c'est le cas. Donc, j'ai cas distribution gaussienne et je ne peux pas aller au-delà de ces cas. Et généralement, donc, les auteurs Stoffer et Grimson ont proposé entre 3 et 5 et avaient dit donc, dans leur article original, donc c'est un article qui date de 2002 et qui a été revu en 2004. Lorsque donc, le nombre de gaussiennes devrait être entre 3 et 5. Plus que ça, on n'a pas besoin de modéliser le background. 5, c'est suffisant pour modéliser donc, les objets stationnaires qui bougent de temps en temps, les arbres qui bougent de temps en temps, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est l'implémentation. Je ne sais pas s'il y a plus d'explications. Je ne pense pas que OpenCV explique la méthode, mais je pense qu'il envoie vers la documentation officielle de cette soustraction de fond. L'article officiel, plutôt. Voilà, donc oui, je pense qu'il n'explique pas vraiment. Number of Gaussian, shadow, donc on va parler de shadow très rapidement aussi. Donc il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment. Donc moi, on fait cet algorithme, mais c'est l'article de Stoffer et Grimson qui traite de la background mixture model for background subtraction. Donc je crée le modèle. La différence entre mixture of Gaussian et mixture of Gaussian 2, c'est que dans la mixture gaussienne simple implémentée par OpenCV, je vais simplement appliquer l'algorithme qu'on vient de voir ici. Donc, je prends un pixel, je le modélise sous forme d'une gaussienne, je prends un nouveau pixel, donc je prends un ensemble d'apprentissage, donc 10 trames, 15 trames, 50 trames, etc. Je modélise ça sous forme d'une gaussienne, je prends un nouveau pixel et je vois s'il appartient à une certaine gaussienne. S'il appartient, alors la gaussienne va être mise à jour et le pixel est considéré comme background. Sinon, le pixel est considéré comme foreground et il est rajouté à une nouvelle gaussienne si on n'a pas encore atteint le cas gaussien. Si on a atteint le cas gaussien, on élimine une des gaussiennes qui n'a pas été très utilisée récemment. Et on sait quand est-ce que ça n'a pas été très utilisé par rapport au point que je suis à chaque fois en train de mettre à jour. J'ai une nouvelle gaussienne. Au prochain pixel, je compare avec ces deux gaussiennes. Pareil, je fais la même chose et ainsi de suite pour comparer et pour trouver tous les pixels en mouvement de toute la vidéo. La différence avec Mixture of Gaussian 2, c'est que dans 2, on a enlevé le bruit, on a enlevé l'ombre. Et vous avez vu, lorsque j'exécute ce code, qu'il y a des objets qui sont blancs, du fond qui est noir, et quelques espaces qui sont en gris. Et tout ce qui est en gris, c'est en fait le shadow, c'est en fait l'ombre de mes objets, et l'ombre parfois
ou le plus souvent, je n'ai pas besoin de l'ombre parce que ça modifie la forme de mon objet. Donc, si j'ai un humain qui est en train de marcher, je vais détecter seulement l'être humain et je ne veux pas détecter l'être humain avec son ombre. Et donc, j'utilise Mixture of Gaussian 2 pour détecter l'ombre de mes objets. Ensuite, donc, il y a juste une morphologie sous forme elliptique. Et je vous ai dit, donc, dans les premiers TP et les premiers TD, que l'élément structurant pouvait être différent d'un rectangle 3x3 ou 5x5. Ça pouvait être une ellipse, ça pouvait être plusieurs objets, plusieurs types d'éléments structurants. Voilà, je pense que j'ai pris beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, s'il y a toujours des questions par rapport à la mixture gaussienne, on pourra le faire demain en TD, donc s'approfondir un petit peu dans la soustraction de fond. Sachant qu'il y a un énorme nombre d'algorithmes de soustraction de fond, parce que c'est une approche et c'est un domaine très, très important dans la vidéo. La détection de l'objet en mouvement est le premier objectif de l'analyse vidéo. Je dois détecter les objets en mouvement pour les analyser, pour les classifier, pour détecter un comportement inadéquat, etc. Des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Pas de questions? Très bien, parfait. Ok, parfait. Clear, perfect, très bien. Ok, donc dans ce cas-là, on se dit merci à vous. Très bien, merci. Donc on se dit à demain, Inch'Allah, 10h, pour notre dernière séance de TD pour ce semestre. Et, et on fera nos au revoir demain, Inch'Allah. Votre cursus aussi. Je vous souhaite un très bon courage pour vos examens et j'espère que ça se passera bien. Donc, à demain, Inch'Allah. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.